Donc, comment est né ce projet européen? Donc, il est né d'un projet de thèse, mais vous voyez, j'ai mis un S au bout parce que c'est le projet de plusieurs thèses, donc des travaux de chercheurs, des travaux de 4 ans en Belgique, de chercheurs qui sont passés par notre laboratoire. Donc, moi, je suis du laboratoire au départ du professeur Alexandra Belaïev, qui m'a transmis une grosse partie de son savoir. J'ai continué la partie FSH dans le nouveau service qui s'est créé après son départ. Il y a aussi Alexandra Tassin qui continue dans un service parallèle. On n'est pas très loin l'une de l'autre, donc on collabore pas mal ensemble. Et donc, ça, je vais passer rapidement parce que vous avez déjà eu pas mal d'informations à ce sujet. Donc, vous savez tous que le chef d'orchestre fou, c'est Dux4 qui est là. Si on le déroule, voici à quoi il ressemble. Ça, c'est le gâteau Dux4, comme vous en a parlé Alexandra Belaïev tout à l'heure. Il y a un autre chef qui ressemble très fort à Dux4 et qui s'appelle Dux4C, qui lui intervient aussi dans la pathologie et qui serait un petit peu un modificateur. Donc, je vais en parler un petit peu plus par la suite. Donc, si on reprend un muscle d'un patient, enfin un muscle d'une personne qui est non atteinte et qu'on fait un peu genre de tranche de salami à travers ce muscle, voici un petit peu ce qu'on trouve. En fait, ça ne se voit pas très bien, mais tous les petits ronds ici, ce sont toutes des cellules musculaires qui sont très proches les unes des autres. Si on regarde maintenant le muscle d'un patient atteint par la FSHD, voici malheureusement ce qu'on trouve. Les cellules sont là, mais généralement, il y en a beaucoup qui sont de taille hétérogène, qui sont petites, donc c'est l'atrophie musculaire. C'est pour ça qu'on perd un petit peu aussi de l'épaisseur du muscle. Mais vous voyez, elles ne sont plus bien en contact les unes à côté des autres. Il y a cette perte de contact qui est remplacée par du tissu bleu, qui est de la fibrose en fait, et aussi par des amas graisseux, qui participent à la perte de force aussi de ces muscles. Ce qu'on sait, c'est que contrairement à Dux4, le chef fou, qui réapparaît dans les muscles de patients, son petit cousin Dux4C qui lui ressemble très fort, la seule différence c'est qu'il est un tout petit peu plus petit que Dux4, lui il est déjà présent dans les muscles sains. Donc on pense qu'il a une fonction normale dans les muscles sains, on ne sait pas encore très bien comment il agit. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans la FSHD, en plus d'avoir Dux4 qui apparaît, Dux4C a aussi tendance à être beaucoup plus présent. Il y en a beaucoup plus. Et donc, si on reprend Dux4 dans ces petites fibres et qu'on revoit la cellule en un peu plus grand, donc vous voyez ici, le cytoplasme, c'est cette partie ici, c'est la cuisine que vous a présentée Alexandra Belaïev tout à l'heure. Vous avez le noyau qui est ici. Je passe un peu plus vite parce que vous avez déjà vu un petit peu tout ça. Donc, la bibliothèque avec notre information génétique dans le noyau, le chromosome, l'ADN. Donc, quand on a besoin d'avoir certaines choses, certains gâteaux dans le cytoplasme, on a besoin des copies, donc de l'ARN prémessager dans le noyau qui va être un petit peu modifié, qui va être un petit peu coupé pour donner de l'ARN messager qui se retrouve dans la cuisine, donc c'est la copie de la recette, qui va être traduite dans sa langue de protéines. Et donc Dux4, c'est une de ces protéines qui se retrouve en partie dans le cytoplasme, mais aussi, comme vous l'avez vu précédemment, il retourne aussi dans le noyau. Donc il y a ces différentes étapes et différentes thérapies pour lesquelles Alexandra vous a touché un mot ce matin sur l'évolution qu'il y a pour venir inhiber Dux4 à tous ces niveaux, du gène, de la copie, jusqu'à la protéine. Et elle vous a dit aussi que la FSHD, c'est un petit peu comme le sida. On aura certainement besoin d'un cocktail de médicaments pour venir à bout de ce chef fou qui perturbe tout le muscle. Et donc, le projet de thèse dont je vais vous parler, c'est le projet de thèse d'une personne qui s'appelle Clotilde Claus, qui a été financée partiellement par les amis FSH, donc on les en remercie beaucoup parce que sans eux, nous n'aurions pas pu continuer ce travail. Il est financé aussi par la FSH Global
en Australie, donc ça a vraiment commencé par ce financement-là. Je vais en parler un petit peu par la suite. Et donc voilà un petit peu son travail de thèse actuellement. Donc DOX4, mais on sait que ça augmente le stress oxydant, ça augmente l'inflammation, ça produit l'atrophie musculaire. Et donc, qu'est-ce qu'on sait des mécanismes moléculaires? Il y a beaucoup de choses qui ont été développées pour regarder tous les gènes cibles de DOX4. Donc, quand DOX4 retourne au niveau du noyau, on sait qu'il va déréguler pas mal de choses. Donc, c'est ce que Alexandra Belaïev vous a parlé ce matin. Mais ce qui nous a aussi intéressé, nous, c'est de se dire, DOX4, il est là, il est présent dans le cytoplasme, il est présent dans le noyau, mais il agit peut-être pas tout seul. Il a peut-être des petits compagnons avec lesquels il va pouvoir interagir. Et donc, on s'est plutôt concentré sur la partie de ce qu'on appelle les partenaires. Avec quoi il va rentrer en contact, avec quel autre gâteau il va se mettre en contact, et peut-être qu'il va perturber ce gâteau par cette mise en contact. Et donc, en regardant ces partenaires, on en a retrouvé vraiment beaucoup. Et ce qui était très intriguant, c'est que ce sont des gâteaux qui sont déjà connus pour interagir en réseau entre eux. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier? En fait, ce sont des gâteaux qui peuvent revenir interagir avec les molécules d'ARN. Ce sont des protéines qui lient ARN. On les appelle des RNA binding proteins en anglais, donc des RBP. Donc, si vous vous souvenez, les ARN, c'est la petite molécule ici qui est dans le cytoplasme. Ça peut être aussi la petite molécule bleue qui est au niveau du noyau ici. Et donc, si on reprend certaines de ces protéines, qu'on les lie à l'ARN, merci Clotilde pour les belles animations. Donc, j'ai oublié de dire celle qui m'a fait toutes ces dias d'animation sur son travail. Donc, quand ces protéines qui se lient à DOX4, elles, on sait qu'elles lient certains ARN, donc certaines recettes, ça forme des complexes RNP. Et donc, donc dans le projet européen, ce qu'on veut, c'est caractériser un peu plus ces complexes RNP, donc comment DOX4, avec quelle protéine il va interagir, avec quel ARN messager il va pouvoir interagir, et peut-être venir foutre un petit peu le bazar, comme on dit en Belgique. J'imagine que vous avez ce genre d'expression aussi, et déréguler un petit peu la fonction normale que ces protéines, que ces ARN ont dans la cellule musculaire. Donc, ces différents complexes, comme je vous disais, peuvent intervenir à différents niveaux, aussi bien ici au niveau du noyau qu'au niveau ici pour la sortie du noyau. Ça pourrait empêcher certains complexes RNP de sortir du noyau. Ça peut aussi intervenir dans la cuisine, donc en interaction avec les protéines, et ça pourrait avoir un effet sur le fait que les ARN messagers, donc les recettes qui sont transportées par toutes ces RBP, ne puissent plus être traduites dans leur gâteau. Donc l'information que la cellule essaye de donner ne se produit plus. Et le fait de ne plus avoir de protéines dans une cellule, ça peut conduire à l'atrophie musculaire. Donc, comment on a été caractérisé les complexes? On a un outil qui nous permet d'aller pêcher le petit canard, le méchant petit canard, le vilain petit canard DOX. Et donc, on va aller à la pêche avec cet outil qui va venir nous permettre de pêcher DOX dans les cellules musculaires. Et en pêchant DOX, en fait, on va aller repêcher ces différents complexes à différents niveaux pour pouvoir les identifier. Et on a fait ça, donc on a fait plusieurs manipulations avec la protéine DOX4, donc en l'exprimant de manière un peu anormale dans les cellules musculaires saines pour voir avec qui il pouvait interagir. On l'a fait aussi avec DOX4C. Et ce graphique représente toutes les protéines avec lesquelles on a trouvé des interactions. Et donc, on a retrouvé beaucoup de RBP, comme on avait déjà publié, c'est le travail d'Eugénie Anceau et plein d'autres chercheurs qui a été publié en 2016. Donc, on a reconfirmé ces interactions. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le professeur Kalisman,
qui se trouve à l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est grâce à lui qu'on a eu des financements de la FSH Global pour travailler sur ce projet de partenaire protéique, en tout cas pour continuer ce qu'on avait déjà publié. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a trouvé un partenaire principal. Pourquoi principal? Parce que dans la plupart des études réalisées, donc il a réalisé plus de 150 mesures, c'est la protéine pour laquelle il a trouvé à chaque fois le plus d'abondance. On la retrouve dans toutes nos analyses, dans toutes nos expériences. Cette protéine, elle s'appelle C1QBP. Donc DUX4, on a trouvé qu'il pouvait lier C1QBP. C1QBP, on sait qu'il peut être dans des complexes RNP. Mais C1QBP, qu'est-ce que c'est? D'abord, avant de vous dire qu'est-ce que c'est, on a aussi, en plus de voir que c'était la protéine qui était majoritairement en interaction avec DUX4, on a pu aussi prouver que cette interaction était directe. Donc ça veut dire que dans tout, si je reviens en arrière, dans tout ce complexe ici, le DUX4, il n'interagit pas avec C1QBP qui est là, mais il interagit directement avec lui. Il y a vraiment un contact physique qui s'établit. Et ce contact physique, on l'a vraiment pu bien le déterminer au niveau de certaines régions de la protéine C1QBP avec une région particulière, un domaine particulier de DUX4C. Comme je vous ai dit, DUX4C ressemble très fort à DUX4 et cette région est totalement identique. Et donc, on suppose que, comme cette région est identique et qu'on retrouve toujours C1QBP dans nos expériences avec DUX4, qu'il y a aussi cette interaction directe avec DUX4. Et donc, revenons-en à la protéine C1QBP. On a été très intégré quand on a commencé à faire de la bibliographie sur C1QBP, parce que c'est une protéine qui est multicompartimentale et qui est multifonctionnelle. Donc, multicompartimentale, pourquoi ? Parce qu'on la retrouve dans le noyau, on la retrouve aussi à la périphérie du noyau, donc à l'interface entre le noyau et notre petite cuisine cytoplasme. On la retrouve aussi dans la cuisine. On la retrouve aussi dans les petites machines énergétiques dont vous avez parlé, Alexandra Tassin, qui sont les mitochondries. On la retrouve aussi à la membrane de la cellule. Et on la retrouve aussi à l'extérieur de la cellule dans le système sanguin. Et donc, en fonction d'où elle se trouve, elle va avoir des rôles totalement différents. Et parmi ces rôles, il y en a différents, je ne les ai pas tous repris, mais on sait que ça intervient dans ce qu'on appelle la maturation des ARN messagers, donc les petits ARN bleus qui étaient dans le noyau, quand ils doivent passer et devenir les ARN un peu plus courts dans la cuisine, ben, cette protéine C1QBP va intervenir dans ce processus. Elle intervient aussi dans la migration et la prolifération cellulaire, dans la protection contre le stress oxydant et dans l'inflammation. Donc ça, ce sont tous des symptômes qui sont toutes des voies qui ont déjà été montrées pour être dérégulées dans la FSHD. Donc c'est vraiment très important de mettre en évidence une protéine dont les fonctions sont des fonctions connues pour être perturbées dans la FSHD. Et donc, on a pu mettre en évidence un complexe hypothétique de protéines qui lie DUX4. Et donc, le travail actuel de Clotilde est d'essayer de valider ces complexes et de savoir dans quel endroit ils se réalisent dans la cellule pour pouvoir avoir un peu plus une idée de la fonction qui pourrait être altérée et déterminer le rôle de C1QBP. Aussi dans la cellule musculaire, parce qu'il est très peu étudié dans les cellules musculaires. Il est connu dans pas mal d'autres tissus. On sait qu'il y en a dans les cellules musculaires, mais on ne sait pas encore trop à quoi il sert. Et le fait d'avoir cette interaction directe peut aussi nous amener à venir penser à des outils moléculaires qui pourraient casser cette interaction, parce que cette interaction pourrait être une interaction avec DUX4 qui est pathologique. Et tout à l'heure, Alexandra Pelaïev vous a parlé d'une protéine P38 pour lesquelles il y a des inhibiteurs qui sont en cours d'études. Et elle vous a dit aussi, donc, pour les études thérapeutiques, que cette protéine P38, on ne connaissait pas encore les mécanismes moléculaires. Donc je dois encore investiguer un peu plus loin,
mais je sais qu'il y a entre C1QBP et P38 des interactions qui existent. Maintenant, il faut que j'aille un petit peu gratter plus loin parce qu'il n'y a pas qu'une seule P38 qui existe, il y a plusieurs P38. Donc, allez voir si c'est la P38 qui est inhibée, qui pourrait venir participer à certains rôles de C1QBP et peut-être intervenir dans les parties toxiques liées à sa liaison anormale avec DUX4. Et donc, c'est de là qu'est parti un petit peu de tous ces projets qu'on a écrits pour avoir de l'argent, qu'on est parti pour pouvoir monter ce projet européen. Donc, pour monter un projet européen, il faut être associé à différents partenaires de divers pays. Donc, on avait commencé l'étude avec notre partenaire en Israël. Donc, c'est l'étude qu'a débuté Clotilde de Close il y a 2 ans. Donc, elle a encore 2 ans pour réaliser sa thèse. On s'est associé à un autre laboratoire qui se trouve aussi en Belgique. Donc, Alex vous a montré tout à l'heure que Mons était très proche de la frontière française. Là, j'ai été chercher un laboratoire au nord qui est plus proche de la Hollande. Donc, ce sont des Flamands. Ils ne parlent pas le français, mais on se comprend très bien. Et lui va nous aider un petit peu pour aller voir ces complexes RNP, leur dynamique, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que dans les cellules de patients, est-ce qu'ils ont une dynamique différente, donc est-ce qu'ils bougent différemment, est-ce qu'ils sont coincés dans le noyau ou pas, donc en faisant des analyses d'images quantitatives. Donc ça, ce sera toute une partie qui se fait sur modèle cellulaire. Nous avons aussi une collaboration en Allemagne avec le professeur Marie-Christine Daboval qui, elle, utilise un modèle in vivo pour lequel les études des complexes RNP est très important. Donc, il y a pas mal d'études qui sont effectuées dans ce modèle pour ce type de régulation. Et pour l'approche un petit peu plus translationnelle, nous avons aussi la collaboration avec le CHU de Montpellier et l'université par le professeur Dalila Laouch qui a pas mal d'échantillons de cohortes de patients avec lesquels elle a travaillé et qu'elle travaille encore actuellement. Et nous avons aussi pas mal de collaborateurs qui ont été très touchés par cette histoire et qui veulent bien s'investir de manière gratuite pour nous faire des analyses statistiques et des analyses un peu plus pointues pour essayer d'englober tous les résultats que ce projet pourrait nous amener, bien sûr, s'il est financé. Et donc, ça a été un projet, un appel, c'est un premier appel qui a eu lieu au mois de février, donc on ne savait pas, c'est quelque chose de nouveau que l'Europe a mis en plus de ce qui était déjà fait pour les rare diseases, donc les pathologies rares. Mais c'est un sous-appel, on va dire, qui a été mis en place. Ils ont reçu 217 projets et notre projet a été dans les 52 projets qui ont été sélectionnés pour une écriture un peu plus complète. Donc on a resoumis ça au mois de juin. On a eu certaines critiques, mais qui sont très positives, mais on a pu répondre à certaines critiques un peu plus négatives, un peu plus pointues, on va dire, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de négatifs, on a eu beaucoup de retours positifs sur le projet. Donc ça, on a répondu fin juillet. Les experts ont dû se réunir là récemment. Je pensais avoir la nouvelle à vous dire aujourd'hui si on était financé ou pas pour continuer cette étude. Malheureusement, ils ont postposé un petit peu l'annonce du mois d'octobre vers le mois de novembre, donc on ne saura pas avant le mois de novembre si on est financé ou pas. Et donc le tout, si on reprend vraiment le schéma de départ avec notre noyau, notre cuisine, et si on va plus loin, l'espace extracellulaire, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de venir étudier tous ces complexes, voir un petit peu si c'est dans le noyau, si c'est dans le cytoplasme, qu'est-ce qui va arriver à ces complexes. Et on sait que les ARN qui sont transportés par ces complexes, il y en a certains qui produisent des gâteaux, donc des protéines, qui peuvent être sécrétées dans le milieu extérieur. Et donc, si elles sont moins sécrétées ou plus sécrétées, ou s'il y a des nouvelles protéines qui sont sécrétées dans les sérums de patients, ça pourrait être des biomarqueurs que l'on pourrait utiliser par la suite, mais bien sûr à mettre en corrélation avec toutes les données de patients pour nous aider à pointer, tiens, ça serait plutôt un biomarqueur pour regarder tel état de progression de la pathologie. Tiens, ça serait plutôt un marqueur pronostic de dire, ben, peut-être que là, on commence à produire pas mal de ce marqueur et qu'on pourrait avoir un peu plus de symptômes pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore de symptômes. Ça pourrait aussi servir pour des thérapies, de voir si des thérapies sont efficaces ou pas.
par rapport à des biomarqueurs qui sont totalement non invasifs parce que ça se ferait à partir de prise de sang. Et en plus, en connaissant tous les mécanismes moléculaires à l'intérieur de la cellule, ces mécanismes moléculaires pourraient être pointés pour encore de nouvelles thérapies, le développement de nouvelles thérapies. Comme je vous ai dit, ce sera certainement plutôt des combinaisons de thérapies qui seront vraiment essentielles pour vaincre cette pathologie. Donc je vous remercie pour votre attention. Je me suis rendu compte que je n'avais pas mis de photo de Clotilde, malheureusement. Il y a certains d'entre vous qui la connaissent. Elle est un petit peu timide, donc elle n'aime pas trop poser pour des photographies. Mais ce qu'elle a fait au mois de mai dernier, c'est qu'elle a été défendre son projet de thèse. En Belgique, il y a un projet qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Je ne sais pas si vous avez ça en France aussi. Oui. Et donc, si vous voulez aller voir, c'est un aspect très vulgarisé. Donc, elle a été jusqu'à la finale. Elle a été sélectionnée. Et donc, si vous indiquez dans Google ou un autre navigateur Ma thèse en 180 secondes, Mons 2019, vous pouvez aller voir les vidéos de la finale et vous la trouverez avec ce canard Dux qui a été dessiné par l'humoriste dessinateur Pierre Kroll. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi en France. Oui? Non? Mais donc, c'est un grand dessinateur humoristique qui est très connu en Belgique, qui a fait une petite image pour chaque finaliste. Donc, elle est repartie avec ce petit cadre, avec sa petite image. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.